conférenciers invités, Monsieur le coordinateur, Monsieur Torzubir, Monsieur le rapporteur Dagofico, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, chères étudiantes, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence du jeudi que nous a réunis aujourd'hui et que porte sur la thématique avec une grande importance, la gouvernance des impacts et développement durable, la société civile comme acteur des transitions territoriales, cadre de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Ahmed Hamid, qui a consacré l'ensemble de sa carrière au service de l'éducation et de la formation au Maroc. Au cours de son parcours professionnel, il a successivement exercé les fonctions de professeur des sciences de la vie et de la terre, d'inspecteur pédagogique, de délégué du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, puis de directeur régional du Centre des métiers d'éducation et de la formation. Aujourd'hui, M. Hamid poursuit son engagement au sein de la société civile en tant que membre fondateur de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Il a également assure la direction du festival HDL-ISUN, contribuant ainsi à la valorisation de la culture amazigh. Son parcours remarquable à la croisée de l'éducation, de la responsabilité institutionnelle et de l'engagement associatif fait de lui une référence pour aborder la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous son expérience ainsi que sa vision sur cette question essentielle. Monsieur Ahmed, c'est avec un grand honneur que nous vous cédons la parole maintenant. أنا ضيف عندكم ونتمنى نكون ما ثقيلش عليكم بزاف. Je vais jongler dans les deux langues, le français ou l'arabe. Si ça vous dérange pas de problème. Hein? Tu peux rester sur le français comme on a des étrangers aussi. Oui, d'accord. Voilà. Donc je vais parler couramment le français, donc sans problème. Pour la conférence d'aujourd'hui, il s'agit au fond de parler d'une expérience vécue avec l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre qui gît au Maroc, à Casablanca précisément, avec bien sûr des sections dans presque 40 villes au Maroc et qui travaillent sur des thèmes vraiment très diversifiés, allant des changements climatiques jusqu'à l'éducation, à l'environnement, dans les écoles et au développement durable également. Cette association a vu sa naissance en 1994 à Casa et bien sûr elle s'est propagée dans tout le territoire du Maroc et il a vécu des expériences, il a évolué bien sûr. Au fond, au départ, c'était une association qui travaillait sur la didactique de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. C'était la première mission. Donc il fallait trouver toutes les pédagogies et les possibilités de travailler la science de la vie et de la terre dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges et même au niveau du supérieur. C'était une expérience qui n'a pas trop duré, mais qui est passée avec des virements en fonction de l'étalement de l'association. L'association était au départ professionnelle, presque à 100%, mais elle a commencé à s'ouvrir sur d'autres compétences telles que les enseignants du supérieur, tels que les médecins, les ingénieurs, les infirmiers et tout. Donc tous les gens qui touchaient, soit directement ou indirectement, à notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner la société pour former un individu capable de se débrouiller tout seul, c'est très important, et capable d'être un citoyen responsable, un éco-citoyen, pour ne pas dire citoyen tout court, c'est-à-dire un citoyen écologique, responsable, qui bien sûr calcule ses pas pour ne pas causer beaucoup de dégâts. Malheureusement, l'action humaine cause beaucoup trop de dégâts sur la nature et sur les biens
que nous réserve bien sûr le système dans lequel nous vivons. Je parle système parce que la gouvernance est en relation, surtout la gouvernance d'impact. Je vais lever une nuance tout de suite sur la gouvernance des impacts et la gouvernance de l'impact. C'est une nuance qu'il faut essayer de voir avec clarté. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est cette gouvernance, mais cette gouvernance doit un petit truc une passion de technologie pour ne pas créer des problèmes. Voilà. Donc le plan de cette conférence sera bien sûr avec un petit plan que vous voyez, c'est une introduction. La gouvernance des impacts, c'est quoi? Pour lever la nuance dont je viens de parler, et l'impact, c'est-à-dire la gouvernance d'impact et la gouvernance de ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire, donc je vais opposer les deux pour mieux comprendre. Donc c'est un truc pédagogique, on apprend par analogie, par comparaison. On ne peut pas apprendre en général si on travaille sans comparer, sans trouver des références. Et bien sûr, je vais essayer de revenir sur la gouvernance d'impact avec sa relation avec le développement durable et bien sûr partager l'expérience de l'ASVT à travers quelques projets parce que nous travaillons sur beaucoup de projets, je dis bien beaucoup, parfois beaucoup trop. Ce sont des projets qui sont étalés du développement durable jusqu'à l'éducation, donc c'est vraiment très, très large. Et c'est une association qui vient de faire le 108e congrès il y a presque 2 mois. Ce congrès d'ailleurs a connu un virement vers la gestion et la gouvernance d'impact. C'est pour cela que j'ai choisi ce sujet lorsque monsieur Zuber m'a contacté pour ça. Donc j'ai dû partager avec vous ça parce que c'est très important dans notre vision de faire. Et sans oublier que nous sommes sur le point d'entrer dans des élections prochainement. Et ces élections ont intérêt à travailler avec cet esprit de gouvernance avec impact ou une gouvernance d'impact. Donc, l'introduction, elle est tellement floue que ce n'est pas une introduction à vraiment dire, mais c'est une table autour de laquelle se trouve un ensemble de gens qui discutent, parfois qui prennent des décisions, qui interpellent toutes les propositions faites, qui font des hypothèses, qui se posent des problèmes. Donc c'est un travail de groupe, un travail collectif très, très important à souligner, un travail qui pousse à se justifier, à trouver des alternatives, etc. Donc la gouvernance, c'est un petit peu ça. C'est d'abord passer par un processus de diagnostic qui aboutit à bien formuler et reformuler si besoin en est, les problèmes, et puis après, bien sûr, trouver des hypothèses et les solutions, les alternatives possibles à tout problème qui se pose dans toute gouvernance. La gouvernance, au fond, ce sont 2 philosophies. Nous allons les voir tout de suite. Donc la gouvernance des impacts, d'abord, je vais lever cette ambiguïté. Quand on dit la gouvernance des impacts, c'est une gouvernance qui travaille sur les impacts. Donc il prévoit quels sont les impacts de toute action, de tout travail. C'est de ne pas faire bouger l'ordinateur parce que ça bouge. Ah oui, ça bouge de l'autre côté. D'accord. Donc quand on dit les impacts, comme vous voyez sur le plan, bien sûr, de la langue, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus que l'on fait pour structurer les décisions et pour, bien sûr, donner ou mettre en place un consensus sur un problème donné. Donc, il faut identifier, puis évaluer et gérer, puis contrôler. Mais le contrôle, généralement, c'est
ça ne se fait pas dans la bonne condition, parce que le contrôle se fait sous deux philosophies également. Il y a le contrôle qui fait appel à la conformité, c'est-à-dire qui fait appel à des critères déjà préétablis, mais qu'on doit respecter. Ce sont des règles, c'est ce qu'on fait dans notre religion, par exemple, dans nos religions, pour ne pas dire une seule religion, c'est créer des règles, des interdits, des possibilités, des positivités, mais qu'on doit respecter pour être un bon religieux. Donc ce contrôle, au fond, c'est un contrôle de montrer est-ce qu'on est vraiment un citoyen conforme, un conformiste, pour ne pas dire conforme. Mais dans le sens contraire, c'est quand on fait un contrôle, mais avec une évolution dans la façon de gérer et d'évaluer. Donc c'est pas fixe, c'est pas stable, c'est dynamique. Ça change dans le temps et dans l'espace. Donc il faut essayer bien sûr de voir quelles sont les conséquences positives, les conséquences négatives et les actions bien sûr d'une organisation, quelle que soit l'organisation, que ce soit civile, militaire ou autre. Il faut toujours bien sûr évaluer, mais avec une évaluation dans le sens positif et une évaluation dans le sens négatif, bien sûr. Et cela passe bien sûr par une évaluation a posteriori. Ce n'est pas a priori. C'est ce que nous allons voir lorsqu'on va comparer les deux gouvernances. A posteriori, ça veut dire qu'on vous lâche tout le morceau, vous travaillez, c'est après qu'on viendra voir si vous êtes conforme à ce qu'on vous a dit à l'avance ou pas. Mais dans le sens contraire, c'est une évaluation a priori, c'est-à-dire travailler avec des indicateurs, des chiffres, des résultats. Donc c'est ce que les Canadiens appellent la GAR, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Donc là, c'est là où se situe la différence entre gouvernance d'impact et gouvernance des impacts. Hein. Donc, cela consiste, la gouvernance des impacts consiste à intégrer la gestion des impacts de manière proactive et stratégique. Proactive, ça veut dire qu'il a été évalué à l'avance. Hein. On anticipe, si vous voulez, mais de façon, bien sûr, à ce qu'il y ait une stratégie qu'on veut évaluer à tous les niveaux, bien sûr, de la prise de décision et de la gestion de l'administration. Les composantes clés de cette gestion ou de cette gouvernance des impacts, d'abord, il faut évaluer quel impact nous allons évaluer. Donc, il y a des impacts déjà, et on va essayer de les évaluer, de voir est-ce que vraiment ça a été bien fait ou pas. Donc, processus pour analyser les retombées de ce que nous faisons. Il y a une planification qui est anticipative, c'est-à-dire qu'on a déjà planifié et dit que voilà, nous allons juger sur tel critère ou tel critère. C'est ce que font en général un certain nombre d'ingénieurs pratiquement. Et il y a la gestion adaptative. La gestion adaptative, c'est là où ça change au fur et à mesure que le processus évolue. C'est une autre façon de voir est-ce que vraiment les résultats ont été atteints ou pas. Mais il y a, dans le sens de la quatrième composante, c'est la collaboration des parties prenantes. Est-ce que les gens qui ont travaillé ensemble pour arriver à ces résultats ont travaillé vraiment ensemble? Donc il faut juger dans la globalité des choses, est-ce qu'il y avait vraiment un travail de groupe, un travail collectif, et il y a un consensus pour que tout le monde soit bien sûr à l'intérieur du processus. Et bien sûr la redevabilité et la transparence, est-ce que nous avons obtenu comme résultat, on a pu le partager et voir si ces impacts sont, si vous voulez, conformes aux décisions prises. Cette gouvernance dans les entreprises, normalement, elle passe par l'intégration des jeux dans la stratégie globale, c'est-à-dire via la norme ISO, par exemple, et
est-ce que cette société a une mission et est-ce que la mission est atteinte. Mais le plus important dans ce sens, c'est sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du reste. Le pouvoir est public également, les organisations qui sont publiques jouent le rôle des adaptations de ces politiques publiques pour la durabilité de l'environnement et la justice sociale. Il y a donc là l'équilibre du développement durable, c'est-à-dire les trois pôles du développement durable. Est-ce que ces gens, les pouvoirs publics, ils essaient au maximum de voir est-ce qu'on a fait l'équilibre entre les trois piliers, ça veut dire l'environnement qui est la source, les ressources naturelles en général, et bien sûr l'utilisation de ces ressources par l'économiste et l'impact de tout ça sur la société. Donc ces trois piliers vont revenir dans la suite. Et bien sûr l'investissement d'impact, c'est de mettre en place des structures qui sont formelles. C'est pas informel, c'est connu, c'est déjà statué pour garantir bien sûr les capitaux qui génèrent un impact social et environnemental, mais le plus important c'est qu'ils soient mesurables. Il faut bien sûr, il faut être capable de voir vraiment est-ce que c'est fait ou pas. Les cadres et les bonnes pratiques dans ce sens, c'est d'abord la première chose dans l'évaluation ou la gouvernance des impacts, c'est le principe de précaution. Il faut toujours anticiper, comme j'ai dit tout à l'heure, les impacts pour éviter les risques et les dommages, bien sûr. Parfois, les risques et les dommages sont irréversibles et c'est là le danger, vraiment le danger de la chose. Donc il faut essayer de minimiser les risques et surtout les risques irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rétablir plus tard. Une approche systémique, et là c'est vraiment la clé, le mot-clé de tout ça, c'est cette approche systémique. Dans tout travail de gouvernance, il faut travailler avec un système qui est global. Donc le premier principe de ça, c'est qu'il faut le voir dans sa globalité, dans sa complexité. La complexité. Edgar Morin est le meilleur professeur qui a parlé de ça. Donc, il appelait ça d'ailleurs l'approche du complexe. Donc, complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire on délimite un système. Dans ce système, il y a des éléments, des composantes. Ces composantes ont des fonctions, ont des rôles, jouent des rôles. Ces rôles automatiquement vont agir sur les autres rôles, c'est-à-dire il y a des interactions, des dépendances, et ces dépendances vont faire appel à une régulation. Il faut réguler tout ça pour que ça ne dépasse pas les limites et que ça ne cause pas de dégâts. Donc, les composantes de l'approche systémique sont très très importantes et l'important dans l'approche systémique, c'est sa dimension téléonomique. Ça veut dire, philosophiquement, ça veut dire téléonomique, ça veut dire qu'il a une fin. Il faut arriver à réaliser la fin, à réaliser l'objectif plus loin dans l'espace, bien sûr, et dans le temps. Et tout ça, bien sûr, doit passer par une gouvernance qui est partagée, avec une participation. C'est ce que notre système d'élection essaye de faire, mais il n'arrive pas encore. C'est-à-dire la participation dans la prise de décision. Est-ce que nos élèves font ça? Est-ce que nos administrations font ça? Nous sommes encore un peu loin de ça. C'est ce qu'il faut donc essayer de réparer. La gouvernance donc des impacts, c'est un levier stratégique qui vise à transformer les risques en opportunités. Donc on passe de tous les risques qui peuvent bloquer la gouvernance, mais les rendre des opportunités. Et là, الفرص كيف كنقول. Donc créer la valeur pour créer bien sûr une valeur durable. C'est un processus itératif. Itératif, ça veut dire qui se répète, qui est répétitif et qui, en se répétant, s'améliore. Donc c'est pour cela qu'on utilise le terme itératif, c'est très très précis. Et bien sûr, tout ça
pour donc naviguer dans un environnement qui est complexe et en constante évolution. Donc la dernière caractéristique de l'approche systémique, c'est qu'il est dynamique, évolutive. Donc il faut que nos façons de faire, nos méthodes, nos approches évoluent avec l'évolution du système. Voilà, et j'arrive là à la gouvernance d'impact. Et je devais lever la nuance pour être direct avec vous sur ce que je veux montrer dans cette conférence. Donc la gouvernance d'impact versus bien sûr la gouvernance de conformité. Vous voyez déjà que le terme impact et conformité. Conformité, ce n'est je dois répondre à certaines données, certaines règles, est-ce que je les fais bien ou pas? Alors que dans l'impact, non, c'est évolutif, c'est dynamique, c'est changeant, donc je dois m'adapter. Donc, deux philosophies qui sont vraiment distinctes pour, bien sûr, un meilleur pilotage. L'une vise à créer la valeur et un impact positif, c'est la gouvernance d'impact. Retenez, créer la valeur et avoir un impact positif. C'est très très important. L'autre, bien sûr, se concentre sur le respect des règles et des normes. Tu peux être quelqu'un qui dirige, conforme, parce que tu fais tout dans les règles. Tu gères de l'argent, tu le fais dans les règles. Tout est parfait. Mais tu peux voler. Ça ne veut pas dire que si tu le fais dans les normes, que tu ne voles pas. Tu as les astuces pour les dissiper. Mais dans l'autre version, c'est-à-dire l'impact, on cherche à créer vraiment une valeur respectable, une valeur qu'on partage tous, et également, dans cette valeur, nous aurons à impacter la société positivement. C'est très très important à distinguer. Donc là, j'ai fait un tableau pour comparer un petit peu légèrement. La question centrale du gouvernement d'impact, c'est quel changement positif avons-nous créé? Dans l'autre gouvernance, c'est avons-nous suivi toutes les règles? Vous voyez la différence? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour appliquer. De l'autre côté, non, je suis créatif. Je peux changer, même si c'est contre la règle. Ce qu'on appelle dans l'administration, je travaille avec l'esprit de la loi. Je ne travaille pas avec la loi, je travaille avec l'esprit de روح القانون. ما تنخدمش بالقانون بالقواعد، كنخدم بروح القانون. Donc l'esprit, bien sûr, de la loi, c'est d'être positif, de se corriger, d'aller toujours vers le meilleur. L'objectif, bien sûr, de la première, c'est-à-dire de la gouvernance d'impact, c'est la performance durable, résiliente. Il y a une légitimité. Alors que dans le côté de la conformité, c'est j'essaie toujours d'éviter les risques, d'éviter les dommages, et bien sûr, pour ne pas avoir des sanctions. Il y a toujours la politique du bâton et de la carotte. Alors que dans la nature des deux, la nature de l'impact, c'est cadre stratégique et vivant, évolutif, s'il vous plaît. Évolutif. Cadre stratégique, mais vivant, mais il est très important de voir qu'il est évolutif, qu'il change. Donc si ça change, il faut changer de façon de faire. Il faut changer de posture lorsqu'on travaille dans ce sens, dans cette philosophie. Alors que dans l'autre sens, c'est un processus et respect des exigences, des outputs. J'ai des outputs, donc les extrants. Les extrants, je dois les respecter coûte que coûte, c'est tout. Donc quand on vient me dire ce que tu as fait, je leur dis, voilà, j'ai fait ça parce qu'il y avait ça, et je reste dans les normes de la redevabilité. Alors que les résultats attendus dans l'autre côté de la gouvernance d'impact, c'est les outcomes, alors que les outcomes, c'est un petit peu des outcomes, mais qui sont plus positifs, plus performants, et bien sûr qui sont mesurables. C'est très très important.
Et dans la temporalité, c'est-à-dire dans tout ce qui est zaman, hein, tout ce qui est temps, la gouvernance d'impact, elle est proactive, c'est-à-dire stibaqi, il vient avant, a priori, alors que l'autre, il est réactif, il vient après, donc a posteriori. Il anticipe, il crée l'avenir, alors que l'autre, elle est statique, s'adapte aux obligations exigeantes et existantes. La métaphore, bien sûr, c'est la feuille de route qui mène vers la destination, c'est-à-dire on gère notre destinée, alors que de l'autre côté, c'est un garde-fou qui maintient sur la route. باش ما نديرش كسيده وصافي خصنا نحترم القوانين ونمشي باش ما نغلطش ونطيح في شي خطا اللي ما. Donc dans ces deux approches, si on essaye de décrypter un petit peu, il y a la conformité. La conformité, c'est le plancher incontournable, c'est-à-dire tout simplement le strict respect des lois, des règles, des codes, etc. Dans l'autre côté, c'est éviter bien sûr ces sanctions. Dans l'impact, c'est chercher, il ne faut pas rester dans le plancher, il faut aller vers le plafond, c'est-à-dire il faut viser plus loin, il faut donc se corriger à tout moment, il faut dépasser les règles. Ça ne veut pas dire isoler les règles, non, travailler avec les règles, mais tout en les dépassant, c'est-à-dire aller vers le meilleur, chercher tout ce qui est plus performant. Ça évalue donc l'efficacité réelle des décisions et il cultive une culture très importante, éthique et intègre. Il faut donc une intégrité, une éthique dans tout notre travail, notre façon de faire, pour atteindre bien sûr des objectifs sociaux et environnementaux qui sont conformes à la stratégie. C'est une relation symbiotique. Lahdou maaya, s'il vous plaît. Faites attention, dans cette relation symbiotique, ça veut dire qu'on n'élimine pas la conformité, mais on l'intègre. C'est-à-dire que la gouvernance d'impact intègre la gouvernance de conformité. C'est le truc des poupées russes. Dans les poupées russes, il y a la grande, dans la grande il y a la moyenne, dans la moyenne il y a la petite, dans la petite il y a une toute petite. Donc c'est un emboîtement. Je ne vais pas dire que la gouvernance d'impact est meilleure que la gouvernance de conformité, mais je vais l'intégrer. Ça sera, on appelle ça dans la philosophie, c'est grâce à elle et contre elle. Grâce à la conformité et contre elle. Contre elle, ça veut dire contre quoi? Contre sa façon de faire qui ne va pas plus loin. Donc je vais l'intégrer, mais je vais la dépasser. C'est très important à retenir dans ce sens de symbiotique, s'il vous plaît. Donc, en résumé, la gouvernance de conformité répond à la question « faisons-nous bien les choses ?» alors que la gouvernance d'impact « faisons-nous les bonnes choses ?» Donc, on peut les bien faire, mais elles sont mauvaises. Mais si on fait les bonnes, on va les faire, c'est la conformité, mais on va les bien faire. Hein, et les faire dans les normes de l'évolution. Donc c'est un véritable leadership, là surtout avec nos ingénieurs futurs, ce n'est pas cocher les cases, ce n'est pas travailler les mots croisés et cocher toutes les cases, c'est pas ça l'ingénierie. L'ingénierie c'est d'être créatif, c'est d'aller plus loin et bâtir une organisation qui est résiliente, éthique et créative, de valeur bien sûr, sur un long terme, donc on voit plus loin, on voit dans un futur qui est encore beaucoup plus loin. Donc la relation, je passe à un troisième volet, c'est la relation entre la gouvernance d'impact et le développement durable. Le développement durable, qui s'est traduit en trois, plutôt qui est basé sur trois piliers, comme j'ai dit tout à l'heure, le pilier des ressources naturelles dans l'environnement, la dimension environnementale, les utilisateurs de ces ressources et ceux qui les exploitent, ceux qui en font un usage, et bien sûr, est-ce que ceci a vraiment un impact social, un impact positif social? Si c'est négatif, ce n'est plus un développement durable. Et bien sûr, tout en essayant de dire que les ressources que nous utilisons en ce moment sont
les ressources de nos enfants. Donc, est-ce qu'on voit vraiment dans le futur, est-ce qu'on peut garder ça? C'est-à-dire que c'est un crédit, si vous voulez, hein, c'est un emprunt. On a emprunt de nos enfants les biens dont nous vivons. Est-ce que ces biens, on va pouvoir les transmettre, on va pouvoir les laisser à nos enfants? Donc la gouvernance, au fond, ce n'est pas une fin en soi. Hein. C'est vraiment un mécanisme qui permet de mieux diriger, de mesurer, de concrétiser les ambitions du développement durable. Le développement durable se traduit en 17 objectifs. Le premier objectif, la pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté. On ne peut pas travailler dans une société où il y a le maximum de pauvres et de pauvreté. Donc, on travaille maintenant dans les gouvernements avec les IDH, c'est-à-dire les indicateurs de développement humain. On travaille avec d'autres indicateurs de pauvreté absolue, etc., de pauvreté multidimensionnelle. Tous ces indicateurs nous permettent de voir est-ce que vraiment la société va dans le bon sens ou il y a des malaises quelque part. Donc, ce mécanisme va donc nous aider à concrétiser toutes ces dimensions. Et parmi les objectifs de développement durable, il y a deux objectifs qui sont en relation avec l'environnement. C'est la vie terrestre et la vie aquatique. C'est là où résident les ressources humaines, les ressources vitales, les ressources naturelles dont on dépend largement. Donc c'est vraiment la gouvernance fait partie c'est la pierre angulaire du développement durable. On ne peut pas travailler gouvernance parce que dans si je me rappelle, le numéro 16, je crois, dans les objectifs de développement durable, c'est le partenariat entre toutes les parties qui gèrent un système. Donc, cette gouvernance, c'est là où il réside. S'il n'y a pas de partenaires corrects, des partenaires qui sont sérieux, on n'ira pas plus loin. Et ça finit avec si vous voulez, l'impact de ces relations que nous avons entre pays. Ça dépasse même tout ce qui concerne un seul pays, mais c'est le partenaire entre tous les pays pour arriver, bien sûr, à concrétiser tous les objectifs de développement durable dans un délai, dans une date butoir de 2030. Vous voyez que c'est très proche et on n'a pas encore, on n'a rien fait dans ce sens, pour aller plus loin. La gouvernance donc d'impact fournit des règles et des processus pour une organisation, quelle que soit l'organisation, que ce soit étatique ou une entreprise ou privée ou une société civile et tout ça, donc, et qui permet bien sûr d'évaluer les conséquences sur les trois piliers du développement durable. Donc l'important c'est de rechercher l'impact, c'est dès la conception. C'est là c'est pour cela que je l'ai mise avec une couleur frappante. La conception. La conception, ça veut dire que dès le départ, nous avons vraiment installé une stratégie avec des indicateurs précis pour pouvoir évaluer après. C'est notre malheur. J'ai assisté à des PAC dans les communes, le plan d'action communal, les PDR dans les régions, le plan de développement régional. Là, c'est là où se prend, c'est-à-dire que le PDR ou le PDP provincial ou le PAC doit intégrer, lors de la conception du programme ou du plan d'action, il doit intégrer toutes les dimensions de la gouvernance. Est-ce que vraiment ça se fait? Malheureusement, d'après mon expérience, ce n'est pas le cas. On n'intègre pas le développement durable avec ces dimensions, ni l'environnement, ni le social, mais parfois on l'intègre, mais de façon pas très précise. Et donc vraiment, ça crée des problèmes dans notre gouvernance, parce que dit gouvernance, dit gestion. Gestion, et cette gestion doit répondre aux besoins
de la société d'abord doit faire de sorte que le diagnostic que nous avons fait sur les ressources doit être bien précis et que ce que nous proposons comme stratégie doit être vraiment conforme à ce que les gens attendent de nous en tant que gestionnaires. Donc ces ODD sont là pour que la gouvernance de l'impact soit le moteur opérationnel du développement durable. Pourquoi? Il transforme les grands principes en actions concrètes, et des actions qui sont mesurables et des actions responsables. C'est pour cela que j'ai dit avant, quand on dit responsable, ça veut dire est-ce qu'on vraiment on fait ça au niveau de la conception. Dès le départ, il faut mettre les bonnes décisions avant même d'aller les appliquer. Donc là, j'arrive je vais partager avec vous l'association SVT Maroc, qui est un exemple dont la société civile peut s'inspirer, bien sûr, avec un véritable moteur, c'est de la gouvernance d'impact pour un développement territorial durable. Je vais dire ça, mais je vais le dire à travers les projets qu'il a réalisés. Quelques-uns, ce n'est pas tous les projets. Donc, c'est une association, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il gère 41 sections, il a dans son actif 2000 membres avec 10 000 de volontaires à côté. Et bien sûr, il gère un réseau de 18 centres d'éducation à l'environnement et au développement durable. Ces centres, ce sont des centres installés dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale, avec un partenariat bien sûr, et qu'on gère parce qu'on y accueille des enfants, des élèves et même la société civile pour des formations, pour des accompagnements, pour des sensibilisations et tout ça. Donc ces centres sont très actifs et très importants. Si jamais vous faites une visite à Dmenat, allez visiter le centre d'éducation à l'environnement à Dmenat. C'est un exemple très réussi. Il y a un autre exemple à Casa sur le lycée Amir Moulay Abdallah, avenue Moudi Bouketa. Il y a un autre à Tanger, très réussi, un autre à Mohammedia, etc. Donc il y a plein de centres, mais qui sont très très actifs dans ce sens de sensibilisation. Donc les actions de l'association, de la SVT, illustrent un petit peu la relation entre gouvernement d'impact et développement durable. D'abord, la première action qui est fondamentale, c'est l'éducation et la sensibilisation. C'est la base de l'impact. C'est la base de l'impact. Si on travaille sur des ressources mais dont on ne se rend même pas compte de leur importance dans notre vie, ça devient... Donc, c'est à commencer par les enfants. C'est à eux d'apprendre que les biens dont ils bénéficient viennent de ces ressources naturelles et par conséquent, la stratégie d'impact est très importante parce qu'il faut toujours voir que nos actions ont un impact sur la nature et quel impact? Est-ce que c'est un impact positif ou un impact négatif? C'est de là que vient l'importance de la sensibilisation et de l'éducation qui est fait avec, bien sûr, un partenaire avec le département du développement durable qu'on appelait autrefois le ministère de l'Environnement, avec les eaux et forêts, avec l'agriculture et avec également toutes les communes rurales, les communes qui s'apprêtent à écouter, bien sûr. Parce que là, donc, le but, c'est de former des éco-citoyens responsables. C'est là, et bien sûr, de réfléchir aux défis de demain. On prépare des gens aujourd'hui, mais pour un futur qui est flou. Quelles sont les compétences à développer chez nos enfants, bien sûr, pour qu'ils comprennent ce qui viendrait dans quelques années. L'éducation donc en vue au développement durable, c'est dans le côté de la santé. J'ai avec moi un monsieur qui représente la santé, qui m'a accompagné, c'est Mohamed.
dans la santé, on parle d'un principe très important, révélateur, c'est One Health. Le principe, c'est quoi au fond? On appelle ça, باللغة العربية, صحة واحدة, une seule santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on travaille sur la santé avec nos enfants dans les écoles, il faut réfléchir que cette santé a une relation directe et indirecte avec l'environnement. Si nous avons un environnement qui n'est pas sain, automatiquement notre santé ne serait pas saine. Donc les virus, ça nous vient de notre environnement, les maladies, si on ne se nourrit pas correctement, donc c'est une santé qu'il faut revoir autrement. Ce n'est plus une santé liée au confort du malade et comment va-t-on pour soulager les douleurs du malade. Non, c'est pas ça. Il faut revoir la santé dans sa globalité et que ça reflète vraiment notre relation avec l'environnement, notre relation avec l'eau, avec la forêt, avec les maladies et tout ça. Donc c'est un principe très important que nous avons adopté il y a quelques années. La formation des enseignants, bien sûr, ça c'est un autre volet dans lequel on travaille, parce qu'un enseignant qui, je m'excuse si je dis, c'est un enseignant qui est parfois irresponsable, ça veut dire irresponsable entre guillemets s'il vous plaît, irresponsable ça veut dire qu'il ne fait pas appel à ce qui se passe ailleurs. J'enseigne les mathématiques, je fais les mathématiques, x plus y est égal à... ça ne dérange personne. Mais au fond, lorsque j'enseigne, je dois revoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour essayer de le ramener dans la classe et pour essayer de le travailler avec mes enfants et de le partager. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle dans notre ministère de l'Éducation nationale, ce qu'on appelle l'éducation d'investigation. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de travailler avec les élèves, il faut travailler avec eux en relation avec l'environnement où ils vivent et rapporter bien sûr les problèmes de l'environnement, essayer de les résoudre avec les enfants dans les classes, bien sûr de façon ce qu'on appelle une heuristique scolaire, c'est-à-dire un travail de recherche plus simple, mais c'est un travail de recherche en relation avec un problème sérieux qu'on vit dans notre vie quotidienne. Donc il a travaillé également... Oui. Je bouge trop, je suis comme ça, j'y peux rien. Ça fait. Bien. Donc, nous travaillons sur des projets concrets. Ça veut dire quoi? C'est nous qui faisons le montage de projets, c'est nous qui cherchons les bailleurs de fonds, c'est nous qui réalisons les projets. Donc, ce sont des projets vraiment concrets, travaillés par des enseignants, que ce soit des enseignants qui travaillent en classe, ou des enseignants retraités, ou des inspecteurs, ou des ingénieurs qui nous accompagnent. Donc il y a, d'ailleurs, nous avons dans notre organisation, nous avons un bureau national, un conseil national très élargi, qui dépasse 60 personnes. Le bureau national, c'est 17 personnes. Et nous avons dans chaque section un bureau à part. Tout se passe comme si rien ne le relie à l'échelle, au bureau national. Il travaille indépendamment, il peut élaborer des projets, il peut monter des projets, travailler sur des projets. Donc il y a une certaine transversalité. On ne travaille pas de façon hiérarchique, c'est pas ça. Et nous avons deux commissions qui sont très importantes. La première commission, c'est une commission de gouvernance qui essaye de voir la gouvernance interne, comment ça se passe, comment travaillent les sections, comment travaille le bureau national, comment travaille le conseil national, etc. Et une autre commission qui est une commission d'experts. Dans ces experts, il y a des experts qui sont des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des docteurs, etc. Donc, c'est plein de personnes, mais qui sont très importants pour nous à l'âge. Parce qu'on travaille sur un grand principe, c'est qu'on ne peut rien faire sans la recherche scientifique. Sans les universitaires, on ne peut pas résoudre les problèmes vraiment très, très, très compliqués. Donc il faut que ça soit un projet, comme exemple d'un projet concret, c'est ce qu'on appelle la coproduction de la propriété. Ça, c'est le titre d'un projet. Un projet qui a travaillé sur 20 villes et
vous voyez que la façon de le dire également, c'est très important. Au fond, c'est la gestion des déchets. On n'a pas dit la gestion des déchets, on a dit la coproduction de la propreté. C'est positiver, il faut positiver dans le sens où si l'on veut travailler sur les déchets et voir comment ça évolue, il faut bien sûr travailler positivement. Donc nous avons travaillé à des quartiers pour que les quartiers apprennent à faire le tri, apprennent à faire le recyclage, apprennent à faire la revalorisation des produits déchets, etc. Donc vous voyez que c'est un projet qui a touché presque 5000 élèves, 300 familles et 10 associations de quartier, c'est-à-dire des associations qui travaillent dans le quartier. Parmi les associations, il y avait des coopératives des coopératives des gens qui travaillent sur les déchets et c'est là qu'ils trouvent leur nourriture. Donc c'est une façon de voir ça dans un cadre beaucoup plus général. Mais il a abouti à un travail très important, c'est le plaidoyer sur la loi 2800. La loi 2800, c'est la loi qui gère les déchets au Maroc et qui est déléguée aux communes. Ce sont les communes qui gèrent, selon cette loi, ce sont les communes qui gèrent les déchets. Mais malheureusement, nous avons trouvé, parce que nous avons prêté l'analyse à un homme bien sûr de qualité, un enseignant qui enseigne les lois au niveau et qui nous a fait l'analyse de c'est un juriste qui a fait l'analyse de cette loi. Et qu'est-ce qu'on a dégagé? On a dégagé qu'il y avait une philosophie derrière. La philosophie, c'est une philosophie qu'on appelle ça une économie linéaire. Mais de l'autre côté, il fallait trouver une économie circulaire. C'est donc là où a joué la loi était basée sur l'ancienne philosophie linéaire. Ça veut dire que ça, c'est une ordure, il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, il faut la jeter quelque part, la brûler, je ne sais pas quoi. Mais dans le sens circulaire, c'est qu'il faut réfléchir que ces déchets peuvent devenir des ressources qu'on va réexploiter, réutiliser, revaloriser, etc. etc. Donc, nous avons plaidé devant le Parlement et la loi est en cours de révision pour le moment. Vous voyez qu'on peut partir de l'éducation dans les écoles jusqu'à influencer les décideurs. C'est l'avantage de cette association, c'est qu'ils travaillent le sens. Donc les projets sont des projets de terrain, bien sûr avec une gouvernance qui s'apprête à devenir durable, bien sûr. Donc il a mis en œuvre beaucoup de projets. Je vais partager avec vous un projet sur lequel j'ai travaillé et qui m'a coûté 5 ans de travail. Donc c'est vraiment un projet très important. La gestion durable des écosystèmes. Nous avons travaillé sur l'écosystème marin, à Tanger, à Souera, à Gadir, etc. Nous avons travaillé sur des écosystèmes forestiers, au Moyen Atlas, au Haut Atlas oriental et également sur le Haut Atlas occidental. Nous avons travaillé sur l'arganier et toute l'arganeraie, pour ne pas dire, et la cédraie, bien sûr, du Moyen Atlas. Et nous avons travaillé également sur l'économie verte et inclusive, avec bien sûr les coopératives féminines, les jeunes, etc., pour créer des start-up, c'est-à-dire pour créer des start-up, mais des start-up qui sont responsables. Parce que lorsqu'on choisit, on fait la formation à une série de jeunes, nous avons travaillé avec 60 jeunes, mais ce qui restait à la fin, c'était 10 jeunes, mais qui ont respecté vraiment les critères de l'environnement et du développement durable pour que leur start-up va dans le sens que nous cherchons, bien sûr, dans une gouvernance. Nous avons également adopté une approche participative qui est incontournable chez nous dans nos projets. On ne peut pas travailler un projet sans les communautés, sans bien sûr les habitants et tout ça. Et le plaidoyer, bien sûr, en fait partie. Je viens de parler d'un plaidoyer, mais il y a d'autres plaidoyers et bien sûr de la participation à la prise de décision. J'ai parlé de la participation à la gouvernance, mais c'est la prise de décision.
nous avons influencé pas mal de gens pour changer la décision, bien sûr. سي زبير كان معايا في شي وحده ياك كنا ديال قدمناها للمجلس المستشارين دونك ce sont des exemples de travail qu'on fait pour que bien sûr essayer d'orienter la décision vers le bon sens. On coordonne des réseaux, bien sûr. Nous avons un réseau très important qui travaille au Maroc et qui regroupe 800 associations et réseaux, bien sûr. Le réseau, l'AMCDD, c'est l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. AMCDD, Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Le collectif, il travaille essentiellement pour le plaidoyer sur tous les systèmes qui sont endommagés, que ce soit forestiers, les lacs, les zones humides et tout. Donc c'est son travail. Il travaille avec l'agriculture également, il travaille avec toutes les communes, bien sûr, rurales et autres. Donc c'est un collectif. Le collectif. Pourquoi est venu ce collectif? Parce qu'en général, quand on parlait des COP, qu'on voulait participer aux COP, le ministère du Développement durable dit si vous allez partir avec nous, le reste va dire non. Donc on s'est organisé et c'était l'ASVT qui était derrière pour créer cet AMCDD et comme ça, toutes les associations représentées si besoin et bien sûr, c'est pour cela qu'on participe dans les COP également, ça c'est très important de souligner, toutes les COP presque, sans exception, حضرنا لهم وتبعنا لهم علاش لأن عندنا علاقات أخرى دولية احنا نشوفهم. Bien sûr, il y a un dialogue ouvert toujours multi-acteurs à travers cet AMCDD qui organise des ateliers, bien sûr, avec les institutions publiques, les collectivités, les universités, les jeunes et les femmes, pour converger, bien sûr, vers les politiques climatiques et de développement territorial. L'influence sur les politiques, que je viens de dire tout à l'heure, je vais vous traduire ce qui a été fait dans l'AGIR. L'AGIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau que nous avons essayé de mettre en exergue dans les oasis. Nous avons travaillé sur 2 oasis essentielles et je reviendrai juste après. Donc nous avons un réseau de partenaires très important. Il y a l'ASVT donc a développé vraiment un vaste réseau international et national. Il y a au niveau national le ministère de l'Environnement, c'est-à-dire développement durable, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère plutôt les eaux et forêts. Ce sont si vous voulez, des partenaires incontournables. On ne peut pas travailler hors ça. Et bien sûr, au niveau international, le PNUD, on travaille avec le PNUD, avec le FEM et le PMF, le WWF, le GIZ, l'USN. L'USN, nous sommes membres officiels dans l'USN. Nous avons travaillé avec une fondation suisse qui s'appelle Fondation Drosos. L'IVN, c'est une association, c'est une organisation internationale hollandaise. IVN, l'AFD de la France, bien sûr, etc. Donc, il y a plein d'autres. Mais j'ai dit les plus importants. Donc, les réseaux internationaux, nous travaillons bien sûr ce qu'on appelle, nous appelons la diplomatie parallèle dans les COP. C'est là où on essaie, bien sûr, de faire passer les messages avec nos amis, bien sûr, nos amis, que ce soit dans le MENA, les pays arabes, que ce soit avec les pays africains. Et nous travaillons avec les pays africains dans un plan qui s'appelle le PACJA. C'est un pacte qui regroupe un certain nombre d'associations, si vous voulez, d'environnement et qui agissent ensemble. Parce que quand vous êtes dans une COP, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler
communautaire. Hein. C'est la région Afrique qui travaille, c'est la région MENA, c'est la région, donc on ne peut pas travailler tout seul pour défendre bien sûr les intérêts de nos pays. L'ASBT donc illustre, je vais essayer de conclure, parfaitement qu'une organisation de la société civile qui essaye de faire une gouvernance d'impact. D'ailleurs, le dernier congrès a fait un virement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour insister sur tous les projets doivent appliquer la gouvernance d'impact. C'est très très important. Et donc c'est une façon on ne se contente pas de revendiquer, hein, on essaie d'entrer dans les structures pour comprendre comment ils fonctionnent et essayer d'influencer leur façon de faire. Nous sommes dans les politiques de l'État, nous sommes une association dans le CES, c'est-à-dire le Conseil économique, social et de l'environnement, où d'ailleurs le président ديالنا qui représente هو رئيس ديال واحد la division qui s'occupe du développement durable. Donc c'est vraiment un réseau d'associations, une association qui a une expertise pédagogique très importante. اللي ما كايناش علاش هذه l'expertise لان on travaille sur des thèmes scientifiques que nous dominons plus ou moins et avec une dimension éducative et pédagogique. C'est pour cela, peut-être c'est notre force, hein. Et bien sûr le projet GIR que je vais revoir tout de suite a été donc lancé en 2021, c'est 2020, mal le Covid, en 2020 à Tata et à Rachidia. Tata, c'est dans un oasis qui s'appelle Aguinan, et à Rachidia, Frkla. Frkla, Soufla, اللي كيعرف Frkla مزيان, تنجدد يغرم, c'est dans le بالضبط في اللي ربما لي زيتيون يقدر شي واحد فيهم يعرف هذا فركله السفلى في لا زون اللي هي قريبه لتنجداد plus proche parce qu'il souffre de beaucoup de problèmes. Et nous avons d'ailleurs fait beaucoup d'efforts avec eux. Hadlagir, il émane de la loi 3615, les gérer le MA bien sûr, les FIHA, le contrat de NAP, etc. Donc l'objectif le projet, c'est de gérer la situation les deux oasis dans un modèle beaucoup plus respectueux de l'environnement, sans oublier que les oasis ils souffrent de beaucoup de problèmes. Le premier problème اللي عشناه معهم هما الهجرة ديال الشباب. qui dit donc la migration des jeunes. C'est normal, ils cherchent un petit peu plus à faire des études, à travailler ailleurs, à améliorer leur vie, bien sûr, mais ça crée d'autres problèmes au niveau de l'oasis. Premier problème, c'est que les gens qui géraient correctement l'oasis ont vieilli, mais il n'y a pas de remplacement. Donc ça, c'est vraiment un premier problème. Le deuxième problème, c'est bien sûr la sécheresse et l'impact du changement climatique qui a fait que les populations sont devenues plus vulnérables. Une autre chose qui pose problème dans les oasis, c'est que, en général, les gens qui sont maintenant sur les oasis, ce sont des vieux en général, mais qui vivent aux dépens de leurs enfants qui leur envoient de l'argent, soit de l'étranger, soit de là. Donc ils ne font plus d'efforts pour être créatifs, pour résoudre leurs problèmes. Autrefois, ils résolvaient leurs problèmes tout seuls. Maintenant, ils sont devenus paresseux parce qu'il y a de quoi vivre, donc ça devient vraiment un problème. Donc, les deux oasis sont là. C'est un projet qui a été, bien sûr, soutenu par l'Union européenne et qui nous a coûté 5 ans de travail, avec une gouvernance et un renforcement de capacités locales. Et
avec la participation presque de toutes les administrations locales également, et avec sans oublier également que certaines administrations, nous avons atteint le central, c'est-à-dire les collectivités locales, l'EDD, c'est-à-dire le développement durable avec leur ministère. D'ailleurs, leur secrétaire général a travaillé avec nous tout au long du projet, Sibni Yahya. Donc, il y avait vraiment une mobilisation autour du projet. Il y a l'appui au partenariat, à l'entrepreneuriat des jeunes, comme les startups jeunes, j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons accompagné presque 12 jeunes qui ont créé leur start-up déjà. Il travaillait sur le moringa, quelqu'un d'autre qui travaillait sur les déchets, le recyclage des déchets au niveau des oasis, les déchets les feux et tout ça, donc c'était important. Il y avait les gens qui ont travaillé sur des plantes telles que le moringa comme remplacement d'autres produits qui ne sont plus valables. Il y a ceux qui ont travaillé sur l'eau, l'utilisation de l'eau. Ils ont créé des laveries publiques dans les douars pour qu'il y ait moins de gaspillage d'eau, etc. Donc il y avait pas mal de jeunes qui ont réussi. Il y avait des gîtes d'écotourisme et qui utilisaient l'eau de façon, utilisaient l'énergie solaire, ils utilisaient également les eaux à recycler, etc., etc. Et ils plantaient leur potager, si vous voulez. Il y avait également ce qu'on appelait des solutions et technologies adaptées sur l'Ikhtara. Je ne sais pas, vous connaissez certainement l'Ikhtara. L'Ikhtara, il y avait un problème dans l'Ikhtara, c'est que de temps en temps, le terrain s'affaissait et bloquait. Donc il fallait réfléchir autrement et on a parlé de start Ikhtara, c'est-à-dire Ikhtara intelligente, dans laquelle il fallait intégrer la dimension technologique, c'est-à-dire des détecteurs de problèmes à l'intérieur de l'Ikhtara pour aller directement vers le problème à travers un logiciel bien précis qui aidait les gens à trouver les solutions, sans oublier la main-d'œuvre qui travaillait autrefois est devenue presque introuvable. Donc il fallait trouver d'autres alternatives avec bien sûr ce qu'on appelle des technologies sobres, comme on appelle ça. Nous avons également essayé d'exploiter les savoirs ancestraux pour les rendre beaucoup plus modernes, si vous voulez, tout en essayant également de créer ce qu'on a appelé un plan de gestion de l'oasis, qui émanait bien sûr de la participation de tous, les associations locales, les coopératives, les administrations telles que la BH par exemple, telles que les eaux et forêts, telles que l'agriculture, etc., l'ORMVAG, etc. Donc toutes les administrations ont participé activement à ce plan et avec ce qu'on appelait une charte de gestion de l'oasis que tout le monde a signé pour que tout le monde puisse. Sans oublier que cette façon de travailler a abouti à ce qu'on appelle des projets physiques. Projet physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un douar, par exemple, qui a besoin d'eau, on lui a creusé un puits avec, bien sûr, une pompe solaire pour alimenter le douar kamel. Donc ça a été fait à Tata, c'est un exemple réussi. Et à Frkla, nous avons fait un truc, vous pouvez voir les gens qui passent à Frkla, c'est c'est un bassin mais souterrain, réservé de l'eau de pluie et que l'on réutiliserait plus tard. Donc ils sont utilisés que ce soit dans l'irrigation ou que ce soit dans, bien sûr, l'alimentation en eau des habitants. Ce sont deux projets physiques réussis, mais il y avait un autre projet qui était très ambitieux, mais qui coûtait très cher, c'est de traiter les eaux usées
mais de façon avec les algues, microalgues. Avec les microalgues, ça a été renforcé par les chercheurs du groupe UM6P de Ben Guerir, l'université Mohamed VI de Ben Guerir, qui nous a accompagnés dans ce sens et qui ont testé le projet dans l'université et qu'on a essayé de transférer vers l'Oasis, bien sûr, d'Aguinan. Malheureusement, c'était un projet qui coûtait cher. Le relief Aguinan est très difficile. Donc, pour installer, c'était Adam. Nous avons frappé les portes des collectivités, la direction générale des collectivités, qui nous a accompagnés, mais le budget était un peu très élevé, donc c'est resté dans voilà, donc le PROGIR, on l'a appelé le PROGIR, c'est-à-dire la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau, avait des atouts, la gouvernance participative, la valorisation des savoirs ancestraux et bien sûr, c'était un modèle reproductible, c'est-à-dire qu'on peut transférer ailleurs, c'est-à-dire d'autres oasis. En guise de conclusion, merci de m'avoir écouté. Le projet, c'est au fond transformer les oasis comme un labo vivant de résilience climatique. C'était très important. Il y avait, nous avons accompagné des coopératives de femmes qui travaillaient beaucoup et qui ont vraiment... les femmes, ils sont beaucoup plus réceptifs que les hommes. Mais dans les oasis, vraiment les femmes, ils ont fourni un effort كبير معنا وتقبلوا ونجحوا d'ailleurs. درنا معهم d'ailleurs aménagina لهم البلايص فين تخدموا عطيناهم du matériel, etc. Donc cette gouvernance participative et inclusive, c'est une clé pour relever les défis hydriques de l'oasis en impliquant bien sûr directement la population dans la préservation de leur patrimoine. Et voilà, merci de m'avoir écouté.